On pose des questions. Comment tu trouves des clients dans ton entreprise? Et la réponse qu'on entend, ah ben moi, je trouve des clients grâce au bouche à oreille. Fantastique, c'est bien et ça serait même dangereux si le bouche à oreille ne vous amenait pas de clients. Parce que le bouche à oreille, ce n'est pas une stratégie. Le bouche à oreille, c'est une conséquence que je pourrais même considérer un collatéral positif d'un bon travail d'exécution. Que soyons honnêtes, les ventes, c'est l'oxygène d'une entreprise, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de générer de manière prévisible des ventes, et ce, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, comment qu'on peut faire de la prévision? Comment qu'on peut faire de la planification sur la prochaine année et sur l'autre année ensuite? Eh bien là, littéralement, on est en train de mettre notre future croissance, ou plutôt notre croissance future, entre les mains de quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas nécessairement d'intérêt pécuniaire à ce que notre entreprise devienne plus grande. Même au contraire, souvent quand on est en prestation de service, le client ne veut pas nécessairement que son prestataire devienne plus grand parce qu'il va peut-être avoir moins de temps à lui consacrer. Chez J7, on appelle ça un SVP. Un système de vente prévisible, c'est quelque chose qu'on contrôle, quelque chose qu'on est capable de dire que demain, si notre système est bien contrôlé et continue à suivre une bonne tangente, on risque d'avoir 5, 10 leads, prospects qui vont rentrer. Parmi ces prospects-là, on a un taux de pourcentage de conversion de 20%. Donc, sur 10 prospects, on va être capable de générer 2 ventes. Si on génère 2 ventes, on est capable d'atteindre les quotas qu'on s'est dit, d'atteindre notre objectif. Bref, on avance en tant qu'entreprise. C'est la première chose aujourd'hui. Posez-vous la question, est-ce que vous possédez au moment où on se parle des systèmes de vente prévisibles dans votre entreprise? Et si la réponse est non, je pense que c'est bien que vous écoutiez ce podcast-là et je pense que c'est bien que vous commenciez à analyser ce qui se déroule autour de vous. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé encore cette semaine. Jonathan, on a eu des grosses discussions hier ensemble. Est-ce qu'on va en parler ensemble aujourd'hui aussi? Ça serait vraiment plaisant, je pense, parce qu'il y a eu des beaux cas qui ont ressorti hier dans notre groupement d'échange d'affaires. Antoine et moi, on fait partie d'un groupe d'échange qu'on se voit à l'heure actuelle, aux 8 à 12 semaines. On va rapprocher un petit peu ces rencontres-là. On a eu un petit housekeeping hier de discuter qu'on rapprocherait ces rencontres-là. Mais il y a quelques éléments qui ont ressorti intéressants qu'on va mettre de manière anonyme et confidentielle, pas nécessairement confidentielle, mais anonymisée aujourd'hui, qui ont ressorti du groupe d'échange qu'on pense qu'il peut être bénéfique d'en parler sur le podcast aujourd'hui parce que ça risque d'aider beaucoup de gens en affaires, surtout pour un concept qui est la discussion qu'on a eue qui touchait l'aspect marketing, Antoine. Et là, ça t'a allumé et tu m'as dit, Jonathan, je pense qu'il faut qu'on retourne là-dessus ce matin et qu'on pousse un petit peu plus loin la réflexion pour le bénéfice autant des gens qui étaient dans le groupe d'échange hier que pour tous ceux qui nous écoutent sur le podcast, là. Écoute, ce qu'on a vu hier dans nos discussions ensemble, toi et moi, et avec d'autres collègues, c'est également ce qu'on voit avec beaucoup d'organisations qui, à mon avis, méritent la peine qu'on fasse un podcast là-dessus parce que je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une organisation de ne pas savoir où et quand va provenir le prochain prospect pour votre organisation. Parce que soyons honnêtes, les ventes, c'est l'oxygène d'une entreprise. C'est l'oxygène d'une entreprise, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de générer de manière prévisible des ventes, et ce, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, comment qu'on peut faire de la prévision? Comment qu'on peut faire de la planification sur la prochaine année et sur l'autre année ensuite? Et pourquoi j'amène ça à l'attention des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que dans les discussions qu'on a eues avec d'autres personnes qu'on côtoie, très souvent on se fait dire, ou plutôt on pose des questions, comment tu trouves des clients dans ton entreprise? Et la réponse qu'on entend, ah ben moi, je trouve des clients grâce au bouche à oreille. Fantastique, c'est bien et ça serait même dangereux si le bouche à oreille ne vous amenait pas de clients. Parce que le bouche à oreille, ce n'est pas une stratégie. Le bouche à oreille, c'est une conséquence que je pourrais même considérer un collatéral positif d'un bon travail d'exécution. Vous vendez un service, vous vendez un produit, les gens reçoivent le produit, les gens reçoivent le service, il est bon, les gens en parlent autour d'eux. C'est normal qu'il y ait un certain niveau d'engouement, d'émulation qui va se dérouler après avoir fait une bonne prestation ou avoir délivré un bon produit. C'est normal et je le répète. On doit avoir des clients qui viennent au bouche-à-oreille. On doit avoir des prospects qui viennent grâce au bouche-à-oreille. Mais le bouche-à-oreille n'est pas une stratégie. Et si on attend que le bouche-à-oreille nous amène notre prochaine vente, notre prochain prospect, eh bien là, littéralement, on est en train de mettre notre future croissance, ou plutôt notre croissance future, entre les mains de quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas nécessairement d'intérêt pécuniaire à ce que notre entreprise devienne plus grande. Même au contraire, souvent quand on est en prestation de service, le client ne veut pas nécessairement que son prestataire devienne plus grand parce qu'il va peut-être avoir moins de temps à lui consacrer. Donc, c'est important, selon moi, d'amener ça à l'attention des gens aujourd'hui. Si votre stratégie d'acquisition numéro 1 réside avec le bouche à oreille, il y a des soucis.
Maintenant, si votre canal d'acquisition numéro un est le bouche-à-oreille, mais que d'un autre côté, vous avez des canaux prévisibles que vous possédez, fantastique, ça veut dire qu'en plus d'avoir une sophistication au niveau de vos ventes et votre marketing, vous offrez un bon produit qui offre également des nouveaux clients à votre organisation. Selon moi, ça mérite d'en discuter ensemble aujourd'hui parce que, Jonathan, on ne peut pas bâtir des organisations, scaler des entreprises en mettant notre croissance future entre les mains de quelqu'un qui n'est pas dans notre entreprise. Et je ferais peut-être même un pas de recul à travers tout ça. Je serais curieux de savoir combien de gens qui nous écoutent, qui ont un système efficace pour savoir d'où provient leurs leads, leurs prospects qui closent. Parce que je pense qu'il y a comme 3 étapes là-dedans. C'est premièrement savoir d'où provient la nouvelle business qui rentre dans nos organisations. Moi, j'ai le feeling à mon niveau que beaucoup d'entreprises n'ont pas de système en place pour être capable de savoir d'où provient ces prospects-là et ces leads-là. Donc, premier step, c'est savoir d'où ce que ça vient. Et généralement, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte que ça vient du bouche à oreille. Et là, c'est de se poser la question, ça c'est l'étape numéro 2, c'est est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin que le bouche à oreille? Parce que souvent, on l'exploite peut-être pas assez ou de la bonne manière ou on ne lui donne pas la bonne vélocité ou les bons outils pour le propulser. Mais maintenant, comme tu dis, Antoine, il y a une limite au bouche à oreille et c'est pas prévisible non plus. Donc, phase numéro 3, à ce moment-là, c'est de bâtir un système de vente qui est prévisible. Et c'est là, je pense qu'Antoine, tu en avais quand même beaucoup à dire parce que tu es là-dedans, tu le fais pour d'autres organisations, tu le fais pour ton organisation, tu vois des choses que souvent, nous, on n'a pas la capacité de voir. On ne sait pas ce qu'on ne connaît pas, comme on dit. Et à chaque fois qu'on a une discussion marketing ensemble, tu m'apprends toujours un petit quelque chose de plus. Puis c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, la phase numéro 3, là, d'explorer cette logique-là il nous faut dans nos organisations un système de vente prévisible. Je pense que c'est un bon sujet à explorer, puis peut-être à éveiller ou allumer certaines lumières là, dans l'auditoire aujourd'hui. Là. Bien sûr, parce qu'un système de vente prévisible, nous on appelle ça un SVP chez J7, c'est quelque chose qu'on contrôle, quelque chose qu'on est capable de dire que demain, si notre système est bien contrôlé et continue à suivre une bonne tangente, on risque d'avoir 5, 10 leads, prospects qui vont rentrer. Parmi ces prospects-là, on a un taux de pourcentage de conversion de, on va dire, 20%. Donc, sur 10 prospects, on va être capable de générer 2 ventes. Si on génère 2 ventes, on est capable d'atteindre les quotas qu'on s'est dit, d'atteindre notre objectif. Bref, on avance en tant qu'entreprise. Et ça, je crois que c'est la première chose aujourd'hui. Posez-vous la question, est-ce que vous possédez au moment où on se parle des systèmes de vente prévisibles dans votre entreprise? Et si la réponse est non, je pense que c'est bien que vous écoutiez ce podcast-là et je pense que c'est bien que vous commenciez à analyser ce qui se déroule autour de vous. Maintenant, un système de vente prévisible, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une initiative qui va être faite avec des gens au niveau du développement d'affaires ou ça peut être une initiative qui est faite au niveau du marketing. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça doit être prévisible parce que l'alternative, ce serait de bâtir un système de vente imprévisible, donc essentiellement de s'attendre à ce que le bouche à oreille nous amène des clients. Donc, maintenant, comment on peut mettre ça en place? Il y a plusieurs manières de le faire. Je pense que j'en avais même parlé sur un dernier podcast. Il y a le très bon livre de Alex Hormozy qui est sorti récemment qui parle un petit peu des différentes techniques pour aller générer des prospects. Allez l'acheter si vous ne l'avez pas fait. C'est un livre qui est quand même assez bien construit, qui explique tout ça. Mais de notre côté, habituellement, comment on voit qu'on peut générer de la nouvelle business dans un contexte un petit peu plus d'entreprise, qu'on a vu que bien fonctionner, il y a vraiment 2 voire 3 aspects qui fonctionnent très, très bien de notre côté. OK? Le premier aspect, c'est le contenu. Je pense que c'est une des choses qu'on a parlé maintes et maintes fois sur le podcast. Ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que c'est un mécanisme excessivement long à mettre en place. Mais c'est parfait parce que c'est capable de vous amener des résultats sur le long terme que rien d'autre va être capable de vous amener. C'est un effet boule de neige qui ne fait que s'accélérer à travers le temps. Bref, ça prend en croissance, ça prend en vélocité d'une année à l'autre. Donc, en 2024, le contenu de J7 va amener plus de résultats à J7 que le contenu qu'on a été capable de faire en 2023. Même chose pour 2025, même chose pour 2026. Bien entendu, si on garde la même cadence. Maintenant, le contenu fonctionne excessivement bien également sur de l'entretien de gens qui sont proches de vous ou également de l'activation d'anciens prospects. Donc, c'est très, très bon. Mais souvent, un des gros défis qui va se dérouler dans le contenu, c'est que tu entretiens une communauté, mais pour des raisons très évidentes, ta communauté ne grandit pas très vite. Parce que tu mises tout sur l'organique. Tu mises sur lancer une nouvelle vidéo sur YouTube chaque semaine. Tu as 200 followers, puis tu gagnes 10 followers par semaine. Tu lances un podcast sur Spotify, tu as tranquillement un petit peu de nouvelles écoutes, mais tu n'en as pas beaucoup. Donc, le contenu, c'est lent à mettre en place, mais ultimement, ça peut donner beaucoup de résultats. Donc là, la question, c'est de se dire, si le contenu prend 1 an, 2 ans, est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ou même toi, Jonathan, ou même n'importe qui pense à vouloir bâtir un système de vente prévisible, on est prêt à attendre 2 ans avant d'avoir des clients?
Peut-être que oui, parce que vous avez d'autres systèmes de vente prévisibles qui vous amènent de la clientèle. Mais peut-être que là, ça serait le temps d'intégrer un nouveau volet à votre stratégie marketing. Un nouveau volet à votre stratégie marketing. Quelque chose qui vient additionner ou plutôt qui vient accélérer ce que vous avez déjà mis en place. Donc, nous, on fait beaucoup de contenu. On fait hypercroissance, social selling, no pay, no play et commerce élite, 4 podcasts, 2 infolettres qu'on fait également. Maintenant, nos podcasts également sont en format vidéo. Donc, le contenu, c'est réglé. On est arrivé et on s'est dit comment on fait pour accélérer tout ça. On a lancé des systèmes de vente, encore une fois orientés au niveau du contenu, mais qui ont un seul objectif, être capable d'aller chercher le 3% de clientèle qui est prêt à aller acheter un produit maintenant. Donc, je vous invite à visualiser devant vous, au moment où on se parle, une pyramide. On appelle ça la pyramide de la demande. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode où ces chiffres-là sont les mêmes d'une industrie à l'autre. D'une industrie à l'autre, c'est partout pareil. Donc, sur un bassin de 100% de clientèle que vous pourriez aller chercher, il y a toujours 3% de la clientèle qui est prête à acheter maintenant, hier, tout de suite. Présente-lui la bonne offre au bon moment, puis lui a cherché vos services depuis excessivement longtemps. Après, tu as comme un 7 à 10 de clientèle qui pourrait considérer vos services, puis tu as le 90 de clientèle qui est au bas de la pyramide, qui, lui, va peut-être acheter dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou peut-être n'achètera jamais. Le contenu que vous faites à chaque semaine, le contenu que vous faites à chaque mois, vient entretenir continuellement le 90 et un peu le 7 des gens. Donc, votre contenu vient pour activer, rappeler l'existence de votre entreprise à ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous faites avec le 3% qui sont prêts à aller acheter maintenant? Est-ce que vous êtes capable de leur présenter votre offre de service au bon moment? Parce que eux, c'est les acheteurs les plus faciles. Et c'est là que vient s'intégrer un système d'acquisition via la publicité qui peut faire exactement ça. Et là, ce qui est intéressant, et je vais en parler un petit peu par la suite, c'est l'intégration qui peut se faire vraiment entre le contenu et les systèmes d'acquisition. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant, Jonathan? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Absolument. Mais je vais avoir des questions, mais je vais te laisser continuer. À la fin, je garde mes questions pour la fin, Antoine, parce que c'est très pertinent. Parfait. Donc, on vient à notre pyramide de la demande, le 3% en haut. Comment qu'on peut faire en sorte que ce 3%-là, qui est prêt à nous donner de l'argent maintenant, nous donne de l'argent à nous au lieu de donner de l'argent à notre compétiteur ou une autre option, ne jamais donner de l'argent à personne. Parce qu'il y a toujours 3 options. Soit il nous donne de l'argent à nous, soit il donne de l'argent à notre compétiteur, ou soit notre prospect ne prend pas de décision. Il faut s'assurer que la décision soit prise et la décision soit prise avec nous. Ce qui peut être intéressant à mettre en place, et nous, c'est ce qu'on a fait avec J7, c'est passer énormément de temps à bâtir un message qui va résonner dans la tête de votre clientèle, orienté sur un changement de croyance. Bâtissez un message et là, oubliez les... Qu'est-ce que, Oui, qu'est-ce que vas-y. tu veux dire par changement de croyance? Je serais curieux que tu ailles un petit peu plus en détail dans Ouais. ce terme-là. Donc, il y a tout le temps 2 choses. Quand on bâtit un système de vente prévisible avec la publicité, il y a deux choses très importantes à garder en tête, le message et la séquence. OK? Le message et la séquence. La séquence, ça sera le tunnel de vente, on en parlera par la suite. Mais le message, c'est ce qui fait en sorte que la personne va être captée par votre publicité et ultimement va vouloir faire affaire avec vous. Maintenant, ce message-là, si vous voulez qu'il soit pertinent, doit être relié à un changement de croyance. Et qu'est-ce que ça peut être un changement de croyance ici? Nous, un qu'on a fait avec G7, voici la technique pour passer vos campagnes de 1000 à 5000 dollars par jour en publicité Facebook. Changement de croyance. Je pensais que je ne pouvais jamais investir plus que 1000 dollars par jour en publicité Facebook parce que par la suite, mes résultats allaient complètement à la baisse et je n'étais plus capable d'avoir des retours sur investissement. Donc, et ça, on l'a étudié très, très longtemps. On l'a étudié très, très longtemps, ce message-là, parce qu'on voyait nos clients, on voyait plutôt nos prospects qui avaient toujours le même défi. Ils venaient à nous, investissaient, n'étaient pas capables de passer un certain niveau. Donc, nous, on le sait comment le faire. On comprenait le défi, on comprenait le problème, on comprenait l'objection. On a encerclé le problème et on a amené une solution au problème. Et par la suite, il y a un changement de croyance qui se déroule. Le client se dit maintenant, oh, je suis capable de passer de 1000 à 5000 dollars par jour. Je fais partie du 3% de la pyramide de la demande. Je donne mes informations. Maintenant, je veux travailler avec vous. Et ce tunnel de vente-là, je pense que je l'avais dit sur un dernier podcast, on investit entre 300 et 400 dollars par jour dessus. On risque de monter à 1000 dollars par jour bientôt dessus parce qu'on veut être des cordonniers bien chaussés. Et pour chaque dollar qu'on investit, sous 30 jours, on met 1 dollar dans nos poches. Et sur 3, 4, 5, 6 mois, on fait 5, 6, 7 dollars dans nos poches sur chaque dollar investi. Donc, comment on s'y prend ici? Différencier le message de la séquence. Le message doit être orienté sur une nouveauté. Ce qui fonctionne dans le messaging, c'est la nouveauté. Voici la nouvelle manière de perdre 50 livres. Dans le domaine du fitness, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois, la nouvelle pilule, le nouveau remède miracle, la nouveauté fonctionne.
Toi, tu es dans le domaine manufacturier, Jonathan, il doit y avoir des changements de croyances qui s'installent dans le domaine manufacturier. Les gens doivent se poser des questions, de se dire ça, c'est impossible, jusqu'à temps que quelqu'un arrive avec un message qui est capable de démontrer que c'est possible. Et quand tu es capable d'entourer ce changement de croyance-là qui pourrait faire en sorte que votre client vous considère au détriment de considérer votre compétiteur ou de ne rien considérer du tout, qui sont les deux autres options, c'est là que vous êtes capable d'aller capter son attention. Et bien entendu, 97% du marché n'est pas prêt à vous donner de l'argent maintenant. Mais il y a ce 3%-là que vous devez aller capturer avec des campagnes de pub. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu es capable de bien, bien, bien construire ton message ici, de comprendre le défi que ton client vit, de comprendre c'est quoi le changement de croyance que tu dois faire dans sa vie et par la suite faire en sorte qu'il te considère toi au lieu de considérer une autre personne, c'est là que tranquillement, la première étape est faite d'un système de vente prévisible. Question pour toi, Antoine. Si on regarde un écosystème entrepreneurial comme le Québec, mon opinion à haut niveau, c'est que la majorité des entreprises n'ont pas de différenciateur fort clairement établi. Pour des entreprises comme ça, est-ce que ce genre de système-là de vente prévisible peut fonctionner ou il faut absolument que les Bien différenciateurs sûr. soient forts pour amener un message percutant? Non. Ben, en gros, je veux dire, chaque personne a quelque chose à dire, a quelque chose à démontrer. C'est votre travail d'en faire une nouveauté. C'est votre travail de marketeur de faire en sorte que ce que vous offrez est une nouveauté qui n'a pas été vue. Et là, on ne parle pas de mentir, on parle de présenter quelque chose de manière différente. La meilleure chose que toujours fait acheter les gens, c'est la nouveauté. Une nouvelle approche, une nouvelle collection à l'automne, une nouvelle collection à l'hiver, une nouvelle offre promotionnelle, un nouveau Big Mac au McDonald's. C'est toujours la même chose. C'est la nouveauté qui fait en sorte que les gens considèrent des produits. OK? Mais la vérité, c'est que la nouveauté, tu peux prendre quelque chose d'ancien et en faire quelque chose de nouveau. Okay? C'est pas tellement complexe. Il faut juste se poser les bonnes questions. D'où l'idée de construire le bon message. Je vois beaucoup de gens faire cette erreur-là. C'est qu'ils disent, on va construire un système de vente prévisible. On va construire un tunnel de vente. Et là, ils s'enfargent dans les fleurs du tapis en se disant, bon, on va avoir cette première page-là, puis cette deuxième page-là, puis cette troisième page-là, puis cette séquence emailing-là. Attention, ça, c'est la séquence. La séquence vient après le message. Le message, c'est la chose la plus difficile, la plus importante, et la séquence vient par la suite. Nous, le tunnel de vente que je t'ai parlé, ça nous a pris environ 3-4 semaines de construire juste le message, et la séquence nous a pris environ 2 jours. C'est pour donner une idée. Parce que quand tu comprends le message, par la suite, la séquence est simple. La séquence est très, très simple. Donc, toi, dans ta catégorie, si tu travailles avec les gens dans le domaine manufacturier, je suis convaincu que tu appelles tes clients demain matin ou tu parles avec tes prospects, ils ont tous les mêmes enjeux. Ils doivent tous avoir des défis technologiques qui reviennent, qui sont les mêmes. Puis vous, ultimement, vous avez sûrement trouvé quelque chose qui fait en sorte que votre approche est nouvelle, qui va pouvoir les aider à faire un changement de croyance dans leur tête, qui va pouvoir se dire finalement, ah, moi qui ai ce problème-là depuis tellement longtemps, enfin quelqu'un a évoqué le problème, quelque chose que vous devez faire d'ailleurs quand vous bâtissez un bon message. La meilleure chose, c'est d'évoquer le problème pour que par la suite, la personne comprenne que vous avez la solution. Et quand vous faites ça, là, vous êtes capable de parler son langage. Donc ça, c'est vraiment important. Comprendre la structure de votre message. Là, on revient à un plan de communication 101, notre client cible, ses enjeux, ses défis, la solution. Quand ça, c'est construit, ça intègre la deuxième étape de notre SVP, de notre système de vente prévisible, la séquence. La séquence, c'est simple. Il peut y en avoir plusieurs séquences, mais si on simplifie le maximum pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu es dans le domaine B2B, je suis dans le domaine B2B, et on se rappelle, on essaie de s'adresser à un 3% de notre clientèle qui est prête à acheter maintenant. Il faut que ça soit vite, mais il faut que ça soit avec un contenu de valeur ajoutée qui est capable de répondre à ce changement de croyance. Donc, si toi, tu t'es rendu compte que le changement de croyance que tu dois faire avec les gens dans le domaine manufacturier, c'est que leur présenter qu'ils peuvent faire 50% de productivité en intégrant 2-3 outils technologiques, qui est peut-être le cas. Est-ce que tu es capable de démontrer ça dans une vidéo de 20-30 minutes? Parce que les gens ne sont pas prêts à te donner 2 heures du temps à consommer du contenu, mais ils sont prêts à donner 20-30 minutes. Si tu es capable de faire en sorte que ton contenu va faire un changement de croyance. Et s'ils sont capables de comprendre que tu comprends leur situation et que tu as une solution pour leur enjeu en consommant un contenu que tu vas leur donner, ils vont vouloir prendre un appel avec toi.
Et là, par la suite, bien entendu, ça enclenche la dernière étape d'un système de vente prévisible, c'est-à-dire s'assurer que les ventes soient capables de générer des transactions au final. Mais c'est vraiment un point que je me rends compte que beaucoup d'organisations, surtout dans le domaine B2B, je pense que dans le domaine B2C, on n'a pas le choix à un certain point d'avoir de la publicité qui tourne pour générer des ventes. Mais dans le domaine B2B, on se repose trop souvent sur notre réputation. Et qu'est-ce qui se déroule dans des contextes plus difficiles, comme on vit en ce moment, puis qu'on risque de vivre en 2024 avec l'économie? Les gens achètent moins. Les gens achètent moins. Et c'est David Ogilvy, je pense, qui avait dit ça un jour. Dans des bonnes périodes, c'est important de faire de la publicité. Dans des mauvaises périodes, c'est primordial de faire de la publicité parce que c'est plus difficile d'aller chercher des acheteurs. Et je pense qu'on est dans cette période-là en ce moment. On le voit, on discute avec des gens. Oh, j'ai moins de prospects. Oh, j'ai moins de ventes. Oh, j'ai moins de leads qui viennent sur mon site. Est-ce que tu as des systèmes de vente prévisibles? Nous, tu vois, on a une croissance qui est forte, qui va bien en ce moment, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant de systèmes de vente prévisibles en place, qui sont mixés entre le contenu, la démarche à froid, la démarche sur nos propres listes et bien entendu les investissements qu'on fait en publicité. Et le plus fort, le bouche à oreille. Donc, tu mixes ces 4-5 points-là ensemble à la fin de la journée, tu peux difficilement te tromper. Tu peux difficilement te tromper. Mais est-ce que vous avez ces systèmes de vente prévisibles en place? Et je pense que ça doit être une de vos priorités si vous n'en avez pas. 2 questions pour toi, Antoine. La première, pour les gens comme moi qui aimeraient s'éduquer plus sur ces possibilités-là de développer des systèmes de vente prévisibles, où tu nous référais des livres, tu parlais du 100 million dollar leads provenant de Alex Hormozy. Est-ce qu'il y a d'autres livres, d'autres formations? Est-ce que dans ton organisation, tu offres ce service-là? Je serais curieux de savoir comment que entrepreneurs comme moi pourraient s'élever sur ce genre de concept-là. Je pense que Hormozy a fait un travail exceptionnel avec son brand pour démontrer qu'il est un petit peu l'entrepreneur des bootstraps, la figure emblématique des bootstrap entrepreneurs qui sont intéressés par le marketing. C'est un peu comme ça que je le vois. Alex Hormozy, je pense qu'il est très, très bon là-dedans. Donc, définitivement, aller consommer son contenu, acheter ses livres. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup fasciné dans les derniers temps. Par contre, système de vente prévisible, écoute, je ne sais pas exactement qui parle de ça. Qui parle de ça, en toute honnêteté. Plusieurs personnes ont des termes, des tunnels de vente, des ci, des ça. J'ai l'impression que c'est un nouveau concept qui est en train de se matérialiser tranquillement, puis que si on se projette dans 5-10 ans, ça va être quelque chose de base que tous les entrepreneurs vont apprendre dans les différentes écoles d'entrepreneurship, mais de mixer ces différents canaux-là avec les différentes méthodes et le funnel au final, la valeur ajoutée derrière tout ça, j'ai l'impression que c'est un ramassis de concepts qui est enseigné dans les universités, dans les écoles d'entrepreneurs, mais il n'y a rien de clair, il n'y a rien de très précis encore, puis il n'y a pas encore de recettes qui a été sorties vraiment très bien ficelées et de gens qui vont promouvoir puis élever les gens à travers tout ça, là. Je pense que tu as raison. Puis tu vois, ça revient toujours, littéralement toujours à deux choses. Le message et la séquence. La séquence change. Des fois, c'est un tunnel de vente un peu comme je t'ai dit. Une publicité, changement de croyance orienté sur une page où est-ce qu'on te demande de t'inscrire pour assister à une formation qui va t'aider à faire un changement de croyance. 20-30 minutes plus tard, veux-tu prendre un appel? Séquence qui fonctionne très bien. Des fois, on peut faire des challenges. On a un message orienté encore une fois sur un changement de croyance où est-ce que vous venez avec nous et pendant 5 jours, on va vous donner du contenu et à la fin, on va vous faire une offre. Donc, ça, c'est une autre séquence que j'ai vue qui est très, très fonctionnelle également. Il y en a plusieurs des séquences. Des fois, ça peut être un achat direct. Une entreprise e-commerce qui présente un produit, changement de croyance sur un certain produit, un message qui est bien ficelé, on amène les gens sur une page de vente, on demande aux gens d'acheter directement. Les systèmes de vente et plutôt les séquences vont grandement être différentes selon la valeur de votre panier moyen. C'est-à-dire que si vous vendez une prestation comme toi qui doit varier dans les 50, 100 000 dollars annualisés, ben c'est sûr et certain qu'on va devoir respecter le cycle d'achat de notre client qui risque d'être plus long. Donc, on va devoir le séduire plus longuement et non lui demander d'acheter directement. Mais encore une fois, je le répète, ne négligez pas le 3 Le 3 si vous lui présentez la solution maintenant qui répond à un besoin et un enjeu qu'il y a depuis longtemps, il va prendre un appel rapidement avec vous. C'est votre devoir de comprendre quel est son enjeu actuel et comment vous êtes capable d'y répondre et il va vous considérer.
Question pour toi, Antoine. Tu vois des choses que nous, on ne voit pas parce que tu es habitué, tu connais ça, tu l'as fait pour ton entreprise. Est-ce que tu l'as fait pour des clients ou est-ce que tu le Bon, on fais pourrait le pour faire des pour toi. clients? On pourrait le Moi, je faire pour serais toi. 100% ouvert à ça On, et on peut-être pourrait faire un cas pratique, discussion d'affaires, construction du SVP pour Open Mind et on documente le tout sur 90 jours. Ça peut être un beau défi, ça. on build in public, ce serait parfait, ça. Ça pourrait être super intéressant parce que, tu sais, toi, tu le vois, tu l'as mis en application dans ton entreprise, c'est concret. Nous, on est peu ou pas habitués avec ce genre de nouveaux concepts-là qui arrivent, je pense, au marché. Bien sûr. Et d'avoir un ou des exemples concrets, je pense que ça pourrait être pertinent de dire voici tel type d'entreprise, on a fait A, B, C, D, voici à quoi ressemblaient les pages d'atterrissage, les landing pages, le message, la valeur apportée au client, puis voici la conversion qu'il y a eu au bout de la ligne. Ce genre d'éléments-là, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent, là. Ben, bien sûr, ben, écoute, on pourra mettre un lien dans les notes de l'épisode d'un de nos systèmes de vente prévisibles, puis on fera d'autres discussions pour voir comment on peut bâtir des systèmes de vente prévisibles avec OpenMind. Mais écoute, je pense que mon objectif aujourd'hui, vraiment, en ouvrant cette discussion-là avec les gens, c'est de faire en sorte qu'on comprenne qu'à la fin de la journée, c'est ça, on a besoin d'avoir des systèmes de vente prévisibles, parce que si on ne les a pas, on va avoir des systèmes de vente imprévisible et il n'y a rien de plus dangereux pour une organisation de ne pas savoir où et quand va provenir la prochaine vente. Surtout, surtout dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont à plus de 5 surtout dans un contexte où est-ce que les cartes de crédit pour les consommateurs au Canada et aux États-Unis n'ont jamais été autant élevées. Le consommateur en ce moment, il se pose des questions avant d'acheter. Soyez présents, soyez là, parce que le bouche à oreille, je vous le dis, dans des contextes, ou plutôt dans des périodes plus difficiles, va être moins amplifié. C'est simplement normal. S'il y a moins d'achats et que par extension, le bouche à oreille provient d'achats et que du jour au lendemain, il y a 50 moins d'achats, bien, vous aurez compris qu'il y aura 50 moins de bouche à oreille. C'est simplement mathématique. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que vous n'êtes pas dépendant du bouche à oreille? Et là, dans ceux qui nous écoutent, ça serait intéressant peut-être de prendre ce podcast-là et de l'envoyer à la personne qui est imputable de générer des nouvelles ventes dans votre organisation, donc la personne au marketing, aux ventes, directeur des nouveaux revenus, juste pour partir une réflexion puis peut-être alimenter des discussions dans vos organisations. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Une des questions que j'avais supplémentaires qui peut peut-être faire l'objet d'un autre épisode, ça serait Antoine, tu nous parlais des différents podcasts que tu as, des différents systèmes de vente prévisibles, le contenu que vous produisez. Moi, je serais curieux de voir le inside the business, comment vous êtes organisé en tant qu'équipe. Donc, combien d'employés, combien de joueurs que ça monopolise ces différents systèmes-là, les différents podcasts, les rôles, responsabilités, pour que ça puisse donner une idée à moi, entrepreneur, qui est un peu en train de bouger vers cet idéal-là, d'avoir un système de vente prévisible, entre autres avec le podcast qu'on a lancé, Pivot, puis le contenu à valeur ajoutée. Ça nous permettrait peut-être de nous comparer, nous benchmarker à savoir est-ce qu'on dédie assez de ressources pour aller chercher une bonne vélocité au final ou est-ce qu'on est je dirais staffé, excusez-moi l'expression, là, mais sous-ressourcé, là. C'est très simple. Moi, je suis dans le contenu et les ventes. Je dois passer à peu près 25 de mon temps là-dedans. J'ai une personne au marketing. Donc, quand tu dis 25% de ton temps à toi, pour tous ceux qui nous écoutent, Antoine travaille 100 heures par semaine. Donc, c'est 25. J'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi fort, aussi longtemps et avoir autant d'énergie. Ça me rappelle quand j'étais un petit peu plus jeune, Antoine. Donc, Bon, 100 heures, c'est un peu exagéré, mais disons que je passe, on va dire, entre 10 et 15 heures par semaine, à mon avis, sur le contenu. On a une personne au marketing, puis une personne à temps partiel aux ventes. vous outsourcez par contre beaucoup de choses. Il faut faire une parenthèse là-dessus. Là. On a en outsource la production de notre... Oui, effectivement, on a outsource la production de notre podcast. Donc, quelqu'un qui va mettre quelques heures là-dessus par semaine. On a quelqu'un qui nous aide pour les thumbnails de nos podcasts. Et il y a quelqu'un qu'on a engagé qui nous aide pour faire certains petits contenus sur les médias sociaux. Donc, je te dirais qu'on aurait peut-être 3 freelancers qui doivent faire entre 5 et 7 heures par semaine avec nous. Une personne temps plein au marketing, une personne temps partiel / temps avancé au niveau des ventes, mais qui a également d'autres choses. Donc, mais tu vois, en même temps, je ne sais pas si c'est bon de benchmarker ça parce que nous, on baigne là-dedans. Tu comprends? C'est ça qu'on fait, de la génération de prospects, de la génération de ventes. Donc, il ne faut pas non plus penser demain matin que 2 personnes et demie dans votre organisation vont être capables de faire ça. Je pense que si vous le faites depuis très longtemps puis vous êtes dans le domaine du marketing, ça peut être possible. Mais je crois que ce qui est important vraiment de se rappeler, c'est est-ce que
vous êtes capable de prédire à peu près quand et où va provenir votre prochaine vente. Et si vous ne pouvez pas le savoir, posez-vous des questions. Ça veut dire que vous n'avez pas des systèmes de vente prévisibles, donc vous avez des systèmes de vente imprévisibles. Super intéressant, Antoine. Puis je veux tellement en entendre plus là-dessus, donc on pourra en reparler, je pense, dans des futurs podcasts devant nous. Bien sûr, il faut, parce que si tu vois, si ça t'a intéressé aujourd'hui, ça a clairement eu un intérêt avec les gens qui étaient avec nous hier. C'est un fléau dans les entreprises. On pense qu'on sait ce qu'on fait au niveau de ce qu'on appelle le demand generation, la génération de prospects, la génération de ventes. Mais plus souvent qu'autrement, notre meilleur canal, c'est le bouche à oreille. C'est inacceptable. Parce que je vous le dis tout de suite, si vous êtes capable d'intégrer des systèmes de vente prévisibles, les ventes que vous allez faire avec le bouche à oreille vont augmenter du même coup. Ça, c'est la force d'un bon produit. C'est que si on est capable, pour chaque client qu'on va chercher, de faire 1,3 ventes, parce qu'on sait qu'on a un taux de referral de 30% en moyenne, mais imaginez si vous êtes capable de prédire exactement comment aller chercher 10 clients sans le bouche à oreille. Ça veut dire qu'automatiquement, vous allez chercher 3 nouveaux clients avec le bouche à oreille, simplement grâce à vos systèmes de vente prévisibles. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, ce sont les deux ensemble. Toujours excitant d'idéaliser tout ça. Après ça, il faut l'exécuter et y arriver. Donc, on pourra en parler un petit peu plus en détail. Puis ça pourrait être intéressant de faire l'exercice de Build in Public, de faire le cas peut-être d'Open Mind en cours de route. Ça sera un beau défi. Écoute, Jonathan, c'est ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Est-ce qu'on raccroche le micro et on se revoit pour une prochaine discussion d'affaires? J'ai des bonnes nouvelles, mais je vais les garder pour peut-être la semaine prochaine, vu le temps qui file aujourd'hui. Donc, moi, je compléterai ça pour aujourd'hui de la manière telle qu'elle. Fantastique. Allez bâtir des systèmes de vente prévisibles. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.